La salle centrale de contrôle des opérations des carabiniers de Naples a reçu un appel. L'appelant, un résident d'un immeuble situé dans le quartier résidentiel de Fuorigrotta, a signalé une odeur forte et insupportable qui s'échappait d'un appartement voisin au 4e étage depuis plusieurs jours. Il la décrivait comme douce et nauséabonde, ajoutant qu'elle s'intensifiait d'heure en heure et que l'occupant de l'appartement, un homme d'âge moyen, ne répondait plus au téléphone et ne répondait pas non plus lorsqu'on frappait à la porte. Ce type d'appel n'était pas inhabituel pour les opérateurs, mais l'insistance de l'appelant et sa description détaillée ont incité l'agent de service à envoyer la patrouille la plus proche à l'adresse indiquée. 15 minutes plus tard, 2 carabiniers arrivèrent devant un immeuble typique des années 1970, construit en briques jaunes. L'air dans la cage d'escalier était étouffant, mais à première vue, rien ne semblait inquiétant. Cependant, en arrivant au 4e étage, les agents comprirent immédiatement que l'appel était justifié. À la porte de l'appartement numéro 17, il y avait une odeur concentrée et forte de pourriture qui ne pouvait être confondue avec rien d'autre. Les agents ont suivi le protocole. Ils ont frappé bruyamment à la porte métallique pour signaler leur présence. Il n'y a pas eu de réponse. Aucun bruit ne provenait de l'intérieur, à l'exception du faible ronronnement d'un mécanisme en marche. Les tentatives pour joindre le résident par téléphone, dont le numéro figurait dans la base de données, ont été vaines. Les voisins qui sont sortis pour voir ce qui se passait ont confirmé qu'ils n'avaient pas vu l'occupant de l'appartement depuis plusieurs jours, voire une semaine. Ils ont également remarqué un bourdonnement constant provenant de derrière la porte, probablement d'un climatiseur, ce qui était inhabituel pour le temps frais du mois de mai. Après avoir obtenu l'autorisation du procureur de garde d'entrer dans l'appartement, en raison d'une menace potentielle pour la vie et la santé de la personne à l'intérieur, les carabiniers ont appelé les pompiers, les Vigili del Fuoco. Les pompiers sont arrivés rapidement et ont utilisé des outils hydrauliques pour forcer la serrure. La porte a cédé avec un clic sec et une vague d'air froid et épais mêlée à une odeur de mort s'est engouffrée dans le couloir, si forte que tout le monde a reculé. Le chef de patrouille a été le premier à entrer dans l'appartement. La pièce était plongée dans la pénombre. Les fenêtres du salon étaient fermées par des rideaux épais, et la seule source de lumière provenait de l'écran d'un téléviseur qui diffusait en silence des scènes d'une émission de journée. Sur la table basse, il y avait une assiette avec des restes de nourriture et une boîte de pizza vide. L'appartement ne semblait pas avoir été saccagé ou cambriolé. Au contraire, il y avait des signes d'une vie domestique récente. Mais la principale source de l'odeur provenait de la chambre, dont la porte était entr'ouverte. C'est de là que venait le bourdonnement monotone du climatiseur fonctionnant à plein régime. L'officier, se couvrant le nez et la bouche avec sa manche, entra dans la pièce. La pièce était petite et bien rangée. Une veilleuse allumée sur la table de chevet projetait des ombres floues et irrégulières sur les murs. Au centre de la pièce se trouvait un lit double, sur lequel on pouvait distinguer une silhouette humaine sous une couverture à carreaux de couleur vive. La silhouette était immobile. Le policier ne toucha pas le corps. Il se contenta de l'éclairer avec sa lampe torche, et même dans la pénombre, il était évident que la personne était morte depuis longtemps. Il signala immédiatement la découverte du corps au quartier général. Il demanda qu'une équipe d'enquêteurs et des experts légistes soit envoyée sur place. Le périmètre autour de la maison fut bouclé et l'accès à l'étage bloqué. Peu après, des spécialistes du service d'enquête scientifique, le Reparto Investigazioni Scientifiche, arrivèrent sur les lieux, vêtus de combinaisons de protection blanche. Ils commencèrent un travail méthodique pour sécuriser les preuves sur les lieux, qui, en quelques heures, avaient été transformés d'un appartement résidentiel en une scène de crime bouclée. Un examen préliminaire révéla que le corps caché sous la couverture était celui d'une jeune femme. Les signes d'une mort violente n'étaient pas apparents en raison des changements post-mortem avancés. Néanmoins, la position et les circonstances indiquaient que la mort n'était pas naturelle.
La principale question qui s'est posée aux enquêteurs dans les premières minutes n'était pas seulement qui a fait cela, mais aussi que s'est-il passé dans cet appartement pendant que le corps s'y trouvait. Le climatiseur fonctionnant à plein régime, une boîte à pizza et la télévision allumée indiquaient que quelqu'un avait vécu dans l'appartement à côté du cadavre. Mais qui? Et surtout, où était cette personne? Le propriétaire de l'appartement, Gianmarco Russo, 39 ans, n'avait pas été officiellement porté disparu. Pendant que les experts légistes travaillaient dans l'appartement, le transformant en laboratoire stérile, la première phase de l'enquête a commencé dans les bureaux du service d'enquête. L'affaire a été confiée au procureur Marco Bellini, un spécialiste des crimes graves âgé de 45 ans, connu pour son approche méthodique et méticuleuse. La première tâche consistait à identifier la victime. En raison des modifications post-mortem importantes, l'identification visuelle était impossible. Le corps a été immédiatement transporté à l'Institut de médecine légale de la clinique universitaire de Naples pour une autopsie et un prélèvement de biomatière. Dans le même temps, les enquêteurs ont commencé à rechercher le propriétaire de l'appartement, Gianmarco Russo. Une procédure de vérification standard a été lancée. Son nom a été vérifié dans toutes les bases de données policières et médicales. Il n'était répertorié comme patient dans aucun hôpital, n'était pas enregistré dans les morgues et n'apparaissait pas dans les rapports d'accident de la circulation. Son téléphone portable était éteint et le dernier signal avait été enregistré près de son domicile plus d'un jour auparavant. Les premières informations sur Russo ne laissaient pas présager un criminel violent. Il s'agissait d'un serrurier de 39 ans, propriétaire d'un petit atelier, sans casier judiciaire à l'exception de quelques contraventions pour stationnement interdit. Ses voisins le décrivaient comme un homme réservé, mais généralement calme, qui disait toujours bonjour dans l'ascenseur, mais ne s'engageait jamais dans de longues conversations. Personne ne se souvenait avoir entendu des cris ou des bruits de lutte provenant de son appartement. La seule chose étrange remarquée par plusieurs résidents était qu'il semblait nerveux et agité ces derniers jours, mais personne n'y avait prêté attention. Pendant ce temps, les enquêteurs légistes poursuivaient leur travail dans l'appartement. Des empreintes digitales ont été relevées sur toutes les surfaces, mais la plupart d'entre elles, comme prévu, appartenaient à Gianmarco. Des empreintes féminines ont également été trouvées, mais en l'absence de base de données pour les comparer, elles n'ont fourni aucune information à ce stade. Une découverte importante a été faite. Une série de reçus d'un service de livraison de repas datés des 16, 18 et 21 mai. Cela confirmait une hypothèse choquante. Quelqu'un avait séjourné dans l'appartement et y avait mené une vie normale pendant que le corps se décomposait dans la pièce voisine. L'absence de traces d'effraction indiquait que la victime était entrée dans l'appartement de son plein gré ou qu'elle y avait été amenée par quelqu'un qui avait la clé. Une avancée décisive dans l'enquête eut lieu le deuxième jour, le 26 mai. Le bureau central reçut une demande du commissariat du quartier Vomero. Il s'est avéré que le 19 mai, les parents et un ami de Sofia Montalto, 27 ans, avaient signalé sa disparition. Selon leur déclaration, Sofia avait cessé de communiquer avec eux dans la soirée du 15 mai. La dernière chose qu'ils savaient, c'est qu'elle se rendait chez son ex-petit ami, Gianmarco Russo, pour récupérer ses effets personnels. Comme elle ne s'était pas présentée à son travail à la pharmacie le lendemain et ne répondait pas au téléphone, sa famille a donné l'alerte. Ils ont contacté la police, mais se sont heurtés à un obstacle inattendu. Gianmarco Russo, qu'ils ont appelé en premier, les a informés calmement. Les carabiniers, arrivés sur place, ont alors appris que Sofia lui avait bien rendu visite, avait pris 2 sacs et avait dit qu'elle partait quelques jours à Gênes avec son nouveau petit ami. Il a affirmé qu'elle ne voulait parler à personne et leur a demandé de ne pas la déranger. Cette version, corroborée par le calme apparent de Russo, a temporairement mis l'enquête sur une fausse piste. Une recherche officielle a été lancée,
Mais l'affaire n'a pas été classée prioritaire, car la disparition d'une adulte saine d'esprit qui, selon un témoin, était partie de son plein gré, n'était pas considérée comme criminelle. Aujourd'hui, après la découverte du corps dans l'appartement de Rousseau, ces deux affaires, le cadavre non identifié et la disparition de la jeune fille, ont été immédiatement reliées. La description physique de Sofia Montalto, fournie par ses parents, correspondait aux données préliminaires des experts légistes concernant la victime. Les empreintes dentaires de Sofia ont été demandées pour confirmer l'identité. La comparaison des radiographies dentaires n'a laissé aucun doute. Le corps retrouvé dans l'appartement de Gianmarco Rousseau était celui de Sofia Montalto. À partir de ce moment, l'enquête a pris une direction claire. Gianmarco Rousseau est passé du statut de propriétaire de l'appartement et de témoin essentiel à celui de principal et unique suspect du meurtre. Son nom a immédiatement été ajouté à la liste nationale des personnes recherchées. Des photos ont été envoyées à toutes les patrouilles, gares et aéroports. Les enquêteurs ont de nouveau interrogé la famille et les amis de Sofia, mais cette fois-ci, les questions étaient différentes. On leur a demandé de décrire en détail la relation entre Sofia et Gianmarco. Et l'image qui a commencé à se dégager de ces déclarations était loin de l'idylle que le suspect avait tenté de présenter à la police. Les uns après les autres, les témoins ont évoqué la jalousie pathologique de Rousseau, ses tentatives constantes de contrôler chaque geste de Sofia et les scandales qu'il provoquait à propos de ses communications avec ses amis ou même de son maquillage. On a appris que son mensonge au sujet du voyage à Gênes n'était pas seulement une tentative de cacher la vérité, mais un geste froid et calculé qui lui a permis de gagner un temps précieux. Il ne s'est pas contenté de la tuer. Il a créé un vide d'information qui a retardé la découverte du crime de 9 jours entiers. Alors que sa famille était folle d'inquiétude, il vivait à quelques mètres de son corps, commandant des pizzas et regardant la télévision, entretenant l'illusion d'une vie normale au cœur d'un cauchemar. Sofia Montalto, 27 ans, était une personne méthodique et prévisible, dans le meilleur sens du terme. Jusqu'à un certain point, sa vie avait suivi une routine claire et compréhensible qu'elle s'était créée. Après avoir obtenu son diplôme avec mention à la faculté de pharmacie de l'université Federico II de Naples, elle avait trouvé un emploi dans une pharmacie du prestigieux quartier de Chiaia, où elle s'était rapidement forgé une réputation de spécialiste compétente et attentive. Ses collègues, interrogés par les enquêteurs, la décrivent comme une jeune femme réservée mais sympathique, toujours prête à rendre service, une professionnelle qui connaissait par cœur des centaines de médicaments et leurs interactions. Lors de son interrogatoire, sa mère a raconté en larmes que Sofia rêvait de cette profession depuis son enfance. Elle aimait l'idée d'aider les gens, de leur apporter du soulagement et de travailler dans un domaine où la précision et la responsabilité étaient indispensables. Elle vivait chez ses parents mais économisait activement pour acheter bientôt sa propre maison. Dans son monde, il semblait n'y avoir aucune place pour le chaos et la violence. Cependant, derrière cette façade de vie ordonnée, une relation la détruisait lentement mais sûrement depuis près de 5 ans. Elle connaissait Gianmarco Rousseau depuis pratiquement toujours. Il avait 12 ans de plus qu'elle et vivait dans le même quartier où elle avait passé son enfance. Dans leur jeunesse, ils ne se parlaient guère, appartenant à des générations différentes. Pourtant, il y a environ 5 ans, ils se sont retrouvés par hasard. Au début, Gianmarco semblait à Sofia l'incarnation même de la fiabilité. C'était un homme mûr qui avait réussi, un emploi, et il semblait attentionné et courtois. Il la courtisait avec élégance, lui offrait des fleurs et l'emmenait dîner dans des restaurants avec vue sur la baie. Ses amis se souviennent que Sofia semblait vraiment heureuse pendant les 6 premiers mois. Mais bientôt, les premiers signes avant-coureurs ont commencé à apparaître. Au début, il s'agissait de pics de jalousie presque imperceptibles, des questions sur qui l'avait appelée, pourquoi elle avait 15 minutes de retard au travail, lequel de ses collègues masculins était de service ce jour-là.
Sofia, peu habituée à un tel comportement, a mis cela sur le compte de ses sentiments forts et de son manque de confiance en lui. Mais le contrôle s'est progressivement intensifié, devenant de plus en plus complet et systématique. Au bout d'un an de relation, selon une amie proche, Gianmarco a commencé à exprimer ouvertement son mécontentement quant à son apparence. Il n'aimait pas qu'elle porte du rouge à lèvres, trouvant cela trop provoquant. Il critiquait les robes qu'il jugeait trop courtes. Peu à peu, Sofia a presque cessé de se maquiller et a commencé à choisir des vêtements plus modestes et discrets pour éviter les disputes. Puis, il a commencé à contrôler ses relations sociales. Les rencontres avec ses amis devenaient un motif d'interrogatoire. Si elle allait dans un café, il exigeait un compte rendu en photo. À son retour, il appelait l'un de ses amis sous prétexte de « juste dire bonjour » pour s'assurer que Sofia était bien là où elle disait être. Finalement, fatiguée des disputes constantes, Sofia a commencé à voir ses amis de moins en moins souvent. Il l'a méthodiquement isolée de son cercle d'amis habituel, le remplaçant par lui-même. La phrase clé que plusieurs témoins l'ont entendu prononcer et qu'il lui répétait sans cesse était « Tu es à moi, et tu seras toujours à moi ». Il ne s'agissait pas d'une déclaration d'amour, mais d'une déclaration de propriété. La correspondance numérique de Sofia, partiellement récupérée par des experts légaux sur son ordinateur portable, a montré que Gianmarco exigeait ses mots de passe pour les réseaux sociaux et sa messagerie électronique. Il vérifiait régulièrement ses messages et son journal d'appel, tout comme une photo d'un homme inconnu ou un message d'un ancien camarade de classe pouvait déclencher des heures de disputes et d'accusations d'infidélité. Sofia vivait dans un état de stress constant. Elle a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à cette relation, mais à chaque fois, elle était accueillie par un déluge de menaces, de supplications et de chantage émotionnel. Gianmarco pleurait, jurait qu'il allait changer, disait qu'il ne pouvait pas vivre sans elle, puis, 1 heure plus tard, lui envoyait un message contenant une menace voilée. Ce cycle de violence et de remords la maintenait prisonnière. Cependant, au printemps 2022, Sofia a fait une percée. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Sans en parler à Gianmarco, ni même à ses parents, elle a loué un petit appartement. C'était son premier pas vers la liberté. À peu près à la même époque, lors d'une conférence pour pharmaciens, elle a rencontré Andrea, un professeur de chimie de 42 ans à l'université. Leur relation a commencé par une amitié, mais s'est rapidement transformée en quelque chose de plus. Andrea, calme, intelligent et respectueux de son opinion, était tout le contraire de Gianmarco. Il est devenu pour Sofia l'incarnation de la vie quotidienne et saine dont elle avait été privée pendant si longtemps. C'est cette nouvelle relation qui lui a donné la force de rompre enfin avec Gianmarco. Début mai, elle a annoncé à Gianmarco qu'elle le quittait. Selon elle, qui l'a raconté plus tard à une amie, il a pris la nouvelle avec un calme surprenant, se contentant de dire qu'il avait besoin de temps pour l'accepter. Cette réaction l'a bercée dans un faux sentiment de sécurité. Le 15 mai, elle a décidé qu'elle devait franchir le pas, récupérer le reste de ses affaires chez lui pour tourner définitivement la page. Elle a dit à Andrea que cela ne prendrait pas plus d'1 heure. Elle pensait pouvoir le faire rapidement et en toute sécurité, ignorant que son ancien compagnon n'avait aucune intention de la laisser partir. Son calme n'était pas le signe d'une acceptation, mais un masque derrière lequel se cachait un plan mûrement réfléchi. Alors qu'un mandat d'arrêt était lancé contre Gianmarco Russo dans tout le pays et que sa photo apparaissait au journal télévisé du soir, l'équipe du procureur Bellini s'efforçait de reconstituer les événements de cette soirée fatidique du 15 mai. En comparant les données de facturation des téléphones portables, les déclarations des témoins et les résultats préliminaires de l'autopsie, les enquêteurs ont pu reconstituer avec une grande précision les dernières heures de la vie de Sofia Montalto. Elle est arrivée à l'appartement de Gianmarco vers 20 heures. Les enregistrements téléphoniques ont montré qu'immédiatement avant cela, elle avait échangé plusieurs messages avec Andrea,
dans lesquelles elle écrivait que tout serait rapide et qu'elle l'appellerait dès qu'elle serait libre. C'était le dernier message qu'elle s'était envoyé. Apparemment, la conversation avec Gianmarco a commencé calmement. Il n'y avait aucun signe de lutte dans l'appartement, ce qui indique une attaque soudaine. Aucun meuble renversé, ni objet cassé. Les psychologues criminologues, appelés à se pencher sur l'affaire, ont suggéré que Rousseau avait utilisé sa dernière chance pour tenter de manipuler et de persuader Sofia de revenir. Il s'est heurté à une détermination calme et inébranlable à laquelle il n'était pas préparé. Sofia, enhardie par sa nouvelle relation et ses projets d'avenir, ne succomba plus à ses ruses. C'est ce refus final et catégorique qui, selon les enquêteurs, déclencha l'attaque. Lorsque les mots perdirent leur pouvoir, il recourut au seul moyen de contrôle qui lui restait, la violence physique. La conclusion de l'examen médico-légal fut sans équivoque. La mort était due à une asphyxie mécanique par strangulation. Des marques de pression caractéristiques ont été trouvées sur le cou de la victime et des hémorragies internes, ainsi qu'une fracture de l'os hyoïde, témoignaient de la force avec laquelle le meurtrier avait agi. De nombreuses ecchymoses ont été trouvées sur les poignets et les avant-bras de Sofia, traces d'une lutte désespérée. Elle n'était pas une victime passive, elle s'est battue jusqu'au bout. Selon les experts, le décès est survenu entre 21h et 22h, le 15 mai. Immédiatement après avoir commis son crime, Gianmarco Rousseau n'a pas pris la fuite et n'a pas paniqué. Au contraire, ses actions suivantes ont démontré un sang-froid et un calcul effrayant. Il a transporté le corps de Sofia dans la chambre et l'a allongée sur le lit, la recouvrant d'une couverture comme si elle dormait. Il a ensuite allumé la climatisation à fond, en la réglant à la température la plus basse. Il s'agissait d'une mesure cynique et pragmatique visant à ralentir le processus de décomposition et, par conséquent, à retarder l'apparition de l'odeur d'un cadavre. Il a tiré les rideaux et allumé une veilleuse, créant ainsi une crypte dans la pièce où le temps s'était arrêté. Il a ensuite commencé à effacer méthodiquement ses traces et à inventer un faux récit. Un court message fut envoyé depuis le téléphone de Sofia à sa mère, contenant la phrase vague « Maman, tout va bien, ne t'inquiète pas, je t'appelle plus tard ». Cela lui permit de gagner quelques heures précieuses. Lorsque ses parents inquiets et la police le contactèrent le lendemain, il avait déjà préparé une histoire selon laquelle Sofia était partie précipitamment pour Gênes avec un nouvel amant. Il joua son rôle de manière convaincante et ils le crurent. Puis, ont commencé 9 jours d'existence surréaliste. Alors qu'une opération de recherche était lancée à l'échelle nationale, les enquêteurs ont rassemblé des preuves de sa vie dans l'appartement voisin de celui où gisait le corps de la femme qui l'avait tué. Ses relevés bancaires ont montré qu'il avait commandé 3 fois à manger. Une pizza, des sushis et des nouilles chinoises. Il a continué à utiliser Internet, son historique de navigation montrant des recherches sur des matchs de football et des sites d'actualité. Il a mené sa vie quotidienne, ignorant la terrible réalité qu'il avait créée. Pour lui, Sofia n'était pas morte au sens propre du terme. Elle était là, avec lui, dans son appartement. Elle ne pouvait plus partir, se disputer ou rencontrer d'autres personnes. Il avait atteint son objectif. Elle était complètement et totalement sous son emprise. Pendant ce temps, les recherches s'intensifiaient. Il a été établi que Rousseau avait quitté la ville immédiatement après la découverte du corps par les carabiniers. Les caméras de l'autoroute ont enregistré son ancienne Fiat Punto roulant vers le sud, en direction de la région de Campanie. Il retirait tout l'argent de son compte bancaire, un peu plus de 3 000 € en espèces, et cessait d'utiliser ses cartes bancaires. Son téléphone portable était éteint. Le travail minutieux consistant à vérifier tous les endroits où il pouvait se cacher commençait. Maisons abandonnées de parents éloignés dans des zones rurales, hôtels bon marché sur la côte et contacts de son passé.
Les enquêteurs interrogeaient ses quelques connaissances et clients de l'atelier, essayant d'établir un profil psychologique et de prédire son prochain coup. L'histoire a rapidement fait la une des médias nationaux. Les journaux titraient «Monstres» et «Colocataires meurtriers», et les journalistes étaient à poster 24 heures sur 24 sur les lieux du crime et devant la maison des parents de Sofia. La réaction du public a été énorme. La photo d'une Sofia souriante contrastait sur les écrans de télévision avec le visage sinistre de Gianmarco sur son passeport. Toute l'Italie suivait la recherche de l'homme qui avait non seulement ôté la vie à une jeune femme, mais aussi profané sa mémoire en transformant la pièce où elle était morte en décor pour sa parodie macabre d'une vie à deux. La police a reçu des centaines d'appels de citoyens affirmant l'avoir vu dans différentes régions du pays. Mais toutes les pistes se sont révélées fausses. Gianmarco Russo semblait avoir disparu dans la nature. Après près de 2 semaines de recherches intensives mais infructueuses, l'enquête était dans une impasse. Gianmarco Russo avait disparu sans laisser de traces financières ou numériques. Des centaines de témoignages de citoyens ont été vérifiés et se sont révélés faux. La pression des médias et de l'opinion publique s'intensifiait et le procureur Bellini n'avait aucune nouvelle piste. Les enquêteurs sont revenus une fois de plus au point de départ, l'identité de Russo. Ils ont recommencé, de manière plus approfondie, à examiner toutes ses relations sociales, aussi lointaines ou insignifiantes soient-elles. Ils ont déniché les anciens carnets d'adresses de ses parents, les listes de contacts de téléphone oubliés depuis longtemps et ont même analysé ses albums de fin d'année scolaire. La tâche consistait à trouver quelqu'un de son passé dont il pourrait se souvenir dans une situation désespérée. Quelqu'un qui ne faisait pas partie de son cercle de connaissances évident et qui n'était donc pas sous le coup d'une enquête policière. Ce travail minutieux, qui a duré plusieurs jours, a porté ses fruits. Dans de vieux documents relatifs à la succession de son grand-père, les enquêteurs ont trouvé mention d'un cousin de Gianmarco, un homme plus âgé nommé Antonio, qui avait déménagé dans un petit village perdu dans les montagnes de la région de Basilicate, plus de 20 ans auparavant. Il menait une vie recluse, avait peu de contact avec sa famille et ne disposait d'aucun moyen de communication moderne, à l'exception d'un vieux téléphone fixe. Gianmarco n'avait pas eu de contact avec lui depuis des années, mais cela faisait de lui le candidat idéal pour se cacher. La maison d'Antonio a été placée sous surveillance discrète et sa ligne téléphonique a été mise sur écoute. Rien ne s'est passé pendant plusieurs jours. Les enquêteurs commençaient à douter de leur théorie lorsque, le 10e jour des recherches, le 2 juin, jour de la fête nationale, le système a enregistré un appel bref. L'appel n'était pas destiné à un téléphone fixe, mais à un nouveau téléphone portable récemment activé qu'Antonio avait acheté la veille, un détail qui n'échappa pas aux observateurs. L'appel avait été passé à partir d'une carte SIM prépayée achetée en espèces, mais sa source fut immédiatement localisée. Le signal provenait d'une ferme délabrée à la périphérie du même village, considérée comme abandonnée depuis de nombreuses années. L'opération d'arrestation a été planifiée et menée en quelques heures. Des forces spéciales de l'unité Cacciatori, des carabiniers, spécialisés dans la capture de fugitifs dans les zones rurales et montagneuses difficiles d'accès, ont été déployés sur les lieux. Tard dans la nuit, sous le couvert de l'obscurité, plusieurs groupes de forces spéciales ont encerclé silencieusement la vieille maison en pierre. Aucune lumière ni aucun bruit ne provenait de l'intérieur. À 4h30 du matin, à l'aube, lorsque les gens sont les plus vulnérables, le commandant du groupe a donné l'ordre. Au lieu de prendre d'assaut la maison, il a été décidé d'utiliser la pression psychologique. Un puissant projecteur a éclairé les fenêtres de la maison et un haut-parleur a diffusé une voix amplifiée des dizaines de fois dans la vallée endormie. Gianmarco Russo, la maison est encerclée. Sortez les mains en l'air. Toute résistance est inutile. Il n'y eut aucune réponse pendant plusieurs longues secondes tendues.
Puis, la lourde porte en bois s'ouvrit en grinçant et une silhouette apparut dans l'embrasure. C'était lui. En 2 semaines de fuite, Gianmarco Russo n'était plus que l'ombre de lui-même. Il avait beaucoup maigri, son visage émacié était couvert d'une barbe épaisse et ses vêtements lui pendaient sur les os. Il n'y avait ni colère ni peur dans ses yeux, seulement une fatigue infinie et dévorante. Il leva lentement les mains et fit quelques pas en avant, puis tomba à genoux. Il se rendit sans la moindre résistance. L'arrestation fut rapide et professionnelle. Il fut menotté et mis dans un véhicule blindé. Son oncle âgé fut également arrêté pour avoir hébergé un criminel. Lors d'une fouille préliminaire de la maison, on trouva des restes d'argent liquide et un téléphone portable bon marché, depuis lequel il avait passé son seul et fatal appel. Le trajet de retour vers Naples s'est déroulé dans un silence complet. Gianmarco n'a pas dit un mot. Il regardait simplement par la fenêtre les paysages qui défilaient, le regard complètement vide. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, le convoi est arrivé au quartier général des Carabiniers à Naples, où une foule de journalistes et de caméras de télévision attendaient déjà. Il n'a pas regardé dans leur direction lorsqu'il a été conduit à l'intérieur du bâtiment, entouré d'officiers. La recherche qui avait captivé tout le pays était terminée. Gianmarco Russo fut conduit dans une salle d'interrogatoire, où le procureur Marco Bellini l'attendait déjà à la table. Sur la table, il n'y avait qu'un seul dossier contenant les pièces du dossier et une photo de Sofia Montalto souriante. Le dernier acte de cette tragédie était sur le point de commencer. L'interrogatoire de Gianmarco Russo ne fut ni long ni dramatique. Dans l'environnement stérile de la salle d'interrogatoire, accompagné du bourdonnement monotone du système de ventilation, il est resté assis en silence pendant plusieurs heures, fixant ses mains menottées. Le procureur Bellini n'a pas élevé la voix ni recouru à la pression. Il a méthodiquement exposé sur la table des preuves irréfutables, point par point. Le rapport médico-légal, une chronologie détaillée des événements, des impressions de messages et les déclarations des amis et des parents de Sofia. Il a parlé des 9 jours passés dans l'appartement, y compris des commandes de nourriture et de la télévision laissée allumée. Il n'a pas posé de questions, il a exposé les faits. Lorsque le procureur a terminé, un long silence s'est installé dans la pièce. Puis Gianmarco a lentement relevé la tête. Son regard n'était pas dirigé vers les enquêteurs, mais vers la photo de Sofia posée sur le bord de la table. D'une voix calme et sans émotion, il a prononcé la phrase qui est devenue la quintessence de son crime et qui a été consignée dans tous les rapports. « Je ne voulais pas qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, et tant qu'elle est ici, elle est à moi. » Après cela, il a commencé à témoigner. Calmement, avec un détachement effrayant, il a raconté la soirée du 15 mai, confirmant la version des faits donnée par les enquêteurs. Il a parlé de leur dernière conversation, de sa détermination à partir et de la façon dont, dans son esprit, cette détermination s'était transformée en trahison, ce qu'il ne pouvait pas permettre. Il a décrit en détail comment il lui avait ôté la vie, comment il l'avait transportée dans la chambre, comment il avait créé l'illusion qu'elle dormait et comment il avait passé les 9 jours suivants à lui parler, à regarder la télévision et à ressentir, selon ses propres termes, la paix, parce qu'elle était là et ne pouvait aller nulle part ailleurs. Il n'y avait ni remords ni regret dans ses mots, seulement un exposé des faits, une exposition de sa logique tordue et monstrueuse. Le procès, qui a débuté quelques mois plus tard, a été court. L'accusation a présenté un ensemble complet de preuves, étayées par les aveux complets de Russo. Ses avocats ont tenté de construire une défense fondée sur son état émotionnel, arguant que le meurtre avait été commis dans le feu de l'action plutôt que de sang-froid, ce qui aurait atténué la peine. Cependant, le tribunal a jugé ces arguments peu convaincants. Le 21 mars 2023, la Cour d'assises de Naples, Corte d'assises di Napoli, a déclaré Gianmarco Russo coupable de meurtre avec préméditation et circonstances aggravantes.
Les circonstances aggravantes invoquées étaient la brutalité du crime, la relation établie avec la victime, ainsi que la dissimulation du corps et les tentatives de brouiller l'enquête. La Cour a rejeté toutes les demandes de clémence et a condamné Gianmarco Russo à la prison à perpétuité, ergastolo, la peine la plus lourde en République italienne. La réaction du public était prévisible. Le cas de Sofia Montalto est devenu l'un des nombreux cas qui viennent s'ajouter aux statistiques sinistres de l'Italie en matière de féminicide. Pourtant, ces détails, les 9 jours que le meurtrier a passés avec le corps de la victime, l'ont distingué des autres. Des rassemblements ont été organisés dans tout le pays en mémoire de Sofia, et les organisations de défense des droits humains ont une fois de plus soulevé la question de la nécessité de mesures plus efficaces pour protéger les femmes contre la violence domestique. L'histoire a fait la une des talk-shows et des journaux pendant plusieurs semaines, puis, comme toujours, elle a progressivement disparu de l'actualité, laissant place à de nouvelles tragédies. L'appartement du 4e étage du quartier de Fuorigrota est resté longtemps scellé avant d'être vendu à de nouveaux propriétaires qui ne savaient rien de son histoire. Et dans la pharmacie du quartier de Chiaia, derrière le même comptoir où travaillait autrefois Sofia Montalto, un autre pharmacien sert désormais les clients avec la même courtoisie, leur délivrant des médicaments contre la douleur, la toux et l'insomnie.